Voilà, donc c'est enregistré. Je vais lancer aussi le live sur Facebook en même temps et on va pouvoir commencer dans pas longtemps. On va peut-être attendre encore juste 1 ou 2 minutes, le temps que les autres personnes puissent se joindre. On commence à avoir des gens dans le chat. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Moi, je vais de toutes les façons le modérer. Puis, si jamais c'est pertinent de le poser au fur et à mesure, on les posera. Sinon, on les prendra à la fin. Donc, pas de gêne là-dessus. Encore une fois, la capsule est enregistrée aujourd'hui. Elle sera disponible ensuite sur notre chaîne YouTube. Donc, je pense que tout le monde est là. Thomas, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Un Merci super à sujet toi. qui nous passionne. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un achat en nom de personne ou en nom de société, un sujet qui revient quand même très, très régulièrement. Donc, Thomas, c'est à toi. Merci Audrey, merci pour l'intro. Donc bonjour à tous, effectivement, moi c'est Thomas Magri, je suis associé du groupe MSGL à Montréal. On a trois cabinets, on a un cabinet à Montréal, New York et Miami. On accompagne les entrepreneurs, les sociétés françaises à s'implanter en Amérique du Nord. On a aussi un pôle fiscalité des particuliers, donc qu'on gère notamment pour le Canada, mais aussi pour les États-Unis, parce qu'on est sur vraiment le continent nord-américain. Donc toutes nos équipes ici sont à Montréal. On a une trentaine de personnes qui gèrent la fiscalité des particuliers, la fiscalité des sociétés. Donc, c'est pour ça que ça rebondit un peu sur le sujet d'aujourd'hui, où on va un peu comparer les deux. Souvent, quand on souhaite investir et qu'on a cette âme d'investisseur, soit débutant ou professionnel, on se demande toujours c'est quoi le mieux et on a besoin d'être éclairé en fonction de notre situation. Donc moi, le but aujourd'hui, c'est que je vous présente un petit peu finalement les avantages et inconvénients des deux points, que ce soit une acquisition via une société ou en perso. On va aller aussi comparer ce qui est évidemment fiscal, le fonctionnement. On va peut-être parler un petit peu du juridique ou de succession, même si c'est pas notre domaine d'activité, mais dans les décisions, dans cette décision-là, il est important de prendre ces éléments en compte. Et puis évidemment, à la fin, on aura une petite période questions. Alors évidemment, vous pouvez poser peut-être les questions pendant. Moi, ça me dérange pas. J'avoue que quand c'est pendant, je préfère. Mais si vous voulez attendre la fin pour faire les questions, ça me va aussi. Très bien. Bon, on va commencer par le premier. Finalement, les deux options d'achat, c'est quoi? C'est soit acheter à titre personnel, soit acheter via une société. Donc peut-être pour commencer, si on achète une société à titre personnel, bon, bah, l'immeuble, oh là, pardon, hop, j'ai déjà sauté, l'immeuble est acheté en ton nom propre, c'est-à-dire qu'on achète ça vraiment en nom propre, donc on déclare les revenus locatifs s'il location il y a, sur la déclaration de revenus personnels T1. Donc, ces revenus sont directement ajoutés aux revenus globaux et sont donc imposés à votre taux marginal d'imposition, pouvant d'ailleurs dépasser plus de 50%, notamment sur la province du Québec, qui est la province la plus taxée du Canada. Mais en tout cas, voilà, on peut monter jusqu'à plus de 50%. On a aussi les dépenses admissibles, qui sont les intérêts hypothécaires, entretien, assurance, taxes, etc. On peut venir déduire de ces revenus. Et finalement, on est imposé sur le revenu net de ces revenus, de ces locations tirées de ce bien personnel. On peut être imposé aussi évidemment sur la plus-value au moment de la revente. Finalement, on prend 50% de plus-value qu'on intègre dans le revenu et on est imposé dessus. Je fais un récap rapide de comment ça se passe, mais Ouais. pour ceux qui ne savaient Thomas, pas, une petite précision. Là, évidemment, on parle des propriétés qui génèrent des revenus. Donc, une ouais, résidence tout à fait. principale, on ne peut Oui. pas déduire les Non, non, dépenses non, des justement, revenus. j'allais y venir. Ouais, ouais, Ok, tout à fait. super, Ouais, ouais, parfait. j'allais y venir juste après, justement. Là, je parle vraiment de bien qui est mis en location, mais on a aussi l'option d'acheter un bien et en tant que résidence principale. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de plus-value si on revend ce bien-là, mais par contre, on ne peut pas déduire tout- toutes ces charges-là sur notre déclaration d'impôt. Là, je parlais vraiment si c'était en location. Donc évidemment, l'avantage d'une acquisition à titre perso, bah, c'est une simplicité administrative, c'est-à-dire que on n'a pas une constitution de société, on n'a pas de lourdeur administrative, etc.
On a un coût faible parce qu'on n'a pas de comptabilité à tenir, hein. Notre comptabilité, finalement, c'est notre déclaration de revenus de fin d'année. Voilà. Et par contre, la limite, c'est qu'on est imposé directement, si elle génère des revenus, sur tous les revenus à titre personnel, un taux marginal d'imposition. Donc oui, alors, finalement, il y a peu de flexibilité sur le réinvestissement des profits, parce que les profits sont tout de suite impactés finalement fiscalement à titre personnel. Et Ouais. d'autres éléments sur lesquels je vais rebondir un peu plus tard, c'est qu'il n'y a aucune protection d'actifs parce que c'est détenu directement direct. Et je rajouterais, là, évidemment, la discussion d'aujourd'hui est principalement axée, comme tu l'as mentionné, sur la partie fiscalité. Je vais juste faire une mini parenthèse d'un point de vue financement hypothécaire. À titre personnel, évidemment, on est aussi limité de pouvoir investir en fonction de ses revenus, puisque bah, forcément, c'est les revenus personnels qui vont garantir l'acquisition et l'assurance en fait finalement de l'acquisition hypothécaire. Donc ça a ses limites au niveau fiscal, et puis ça a ses limites aussi au niveau montage financier. Financière, tout à fait. Mm. Et là, on va peut-être aller vers ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création d'une société. Donc déjà, on peut créer, on a évidemment une compagnie qui peut détenir l'immeuble. Donc déjà, rien que on a déjà les premiers frais qui sont l'incorporation de la société. On doit passer par un avocat qui nous incorpore la société de gestion immobilière, qui peut coûter entre 1000 et 2500 $. Ça dépend de l'avocat, mais en tout cas, on a déjà des premiers frais rien à l'incorporation de la société. Qui dit incorporation de société, dit état financier et déclaration fiscale de fin d'année à tenir chaque année. Très rapidement, une société ne peut pas dépasser 53 semaines d'exercice fiscal. Donc, même si elle est créée en milieu d'année et que vous voulez clôturer en fin d'année, au 31 décembre, on ne peut pas aller au 31 décembre de l'année d'après. On est obligé d'être au maximum 53 semaines pour premier exercice fiscal. Et donc, on doit tenir une comptabilité, produire des états financiers et une déclaration fiscale de fin d'année. Une déclaration fiscale qui s'appelle le T2 pour le fédéral et la CO17, par exemple, pour le Québec. Donc, l'immeuble, finalement, appartient à qui? Il appartient à la compagnie et pas à vous en perso. Donc, ça va évidemment nous retomber plus tard. Donc, les revenus de location, si location il y a. Alors, peut-être pour venir, pour tout de suite casser un peu le débat, avoir un bien immobilier en résidence principale sous une société, ça n'a clairement pas d'avantage. Je peux tout de suite couper court à ça. L'exonération sur la plus-value est tellement importante que on ne peut pas passer à côté. Et surtout, il faut partir du principe que, bon, la société a plusieurs avantages, mais principalement, c'est une gestion d'argent brut. Je m'explique. La gestion d'argent brut, c'est quoi? C'est qu'on génère des revenus dans cette société-là qui va nous permettre de venir la réinvestir dans un autre projet, dans un autre bien immobilier, ou de la remonter dans une société de gestion, une holding, qui va nous permettre de basculer finalement vers nos autres sociétés ou nos autres activités. C'est ça la gestion d'argent brut et c'est ce qui nous permet d'éviter la fiscalité personnelle sur ces revenus-là. Alors évidemment, il y a une fiscalité, la société est soumise à une fiscalité à payer le maximum dans les 2 mois après la clôture d'exercice. Donc il y a plusieurs sujets, c'est qu'on est imposé évidemment sur ces revenus-là, on est à 26,5%, mais on appelle ça un taux combiné parce que ça dépend des revenus, si c'est commerciaux, si c'est du revenu passif, et en plus de ça, on a un système de remboursement partiel si on se verse des dividendes en perso. Mais là, là, il me faudrait 3 heures, peut-être 2 heures de webinaire. C'est au cas par cas, ça dépend de beaucoup de situations, du projet, si on est résident, non résident, etc. Mais en tout cas, on pourra regarder ce sujet. Mais en tout cas, la fiscalité est payée par la société. On peut déduire aussi des charges, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on les avait en perso. En plus, on va pouvoir potentiellement rajouter les charges qu'on a payées quand même pour cette société-là, donc l'incorporation, admettons, et le comptable qui va vous faire les états financiers de fin d'année et votre déclaration fiscale. Donc, finalement, l'avantage, le sujet, c'est surtout que ces profits peuvent être réinvestis dans d'autres projets sans passer par votre déclaration personnelle. Mon terme, c'est on a une gestion d'argent brut. C'est-à-dire que l'argent généré, le bénéfice brut généré, enfin net de société, vous permet de le transférer, pardon,
vers un autre projet ou tout simplement remonter vers votre holding si vous avez une holding qui détient cette société-là et le réinvestir dans un autre projet, pas forcément immobilier, mais autre. Souvent, ça peut être lié, alors, en tout cas, ça peut concerner des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont finalement une holding familiale avec plusieurs parts dans des sociétés et qui sont déjà dans cette logique de gestion d'argent brut. C'est-à-dire que, bah, au mieux de prendre en perso pour investir en perso, bah, ils prennent l'argent de la holding pour l'investir dans une société immobilière et l'investir dans cet immeuble-là. Après, on peut parler de succession un petit peu plus tard, mais là, du coup, on parle plus d'immeuble, mais d'action. C'est une société par action, une société de gestion. Donc, finalement, l'avantage, c'est quoi? C'est la possibilité de faire croître son patrimoine à l'intérieur de la société sans se faire impacter fiscalement. Il y a une protection, parce que finalement, la protection, c'est la société, enfin, pardon, l'immeuble est détenu par la société, pas par nous en personne, donc c'est la société qui est responsable. Et il y a potentiellement une transmission facilitée, mais vraiment entre guillemets, hein. C'est pas si simple que ça, mais il y a des choses à faire en fonction du cas par cas. Par contre, les inconvénients, bah, c'est évidemment ce que je vous ai dit dès le début, c'est qu'il va falloir, il y a des coûts, il y a tout ça. Il va falloir trouver son comptable, il va falloir qu'il produise des états financiers, un avocat pour l'incorporation, etc. Peut-être niveau financement, je le dis juste comme ça, je sais pas, peut-être Audrey, je t'envoie la balle. Je sais pas si c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un financement si c'est via société qu'en perso, mais Ouais, bah effectivement, et je pense que ça vaudra la peine de peut-être faire une conférence de ma part vraiment juste là-dessus, parce qu'en effet, c'est très complexe. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en considération. c'est ça. C'est pas les mêmes prêteurs, c'est pas les mêmes mises de fonds, c'est pas les mêmes taux d'intérêt. Donc oui, c'est plus complexe. Ouais, bon, voilà. Donc c'est évidemment, ça se rajoute dans les catégories un petit peu inconvénients. Et voilà. Et finalement, on peut avoir une double fiscalité sur ces revenus-là. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va avoir les revenus générés, donc la fiscalité de la société. Mais si vous prenez en perso derrière, donc vous tirez des dividendes de cette société-là, on a votre fiscalité en perso. Donc on est sur une double fiscalité, pas une double imposition, mais une double fiscalité. Donc c'est pour ça que ça peut être plus lourd. Donc en fait, finalement, le- il n'y a pas de meilleure solution, c'est plutôt une solution adaptée à votre profil et à vos projets. Évidemment, il y a le profil de la première acquisition, un petit appartement que je veux acheter, etc. Je veux voir ce que ça donne. Et ben, pourquoi pas tout simplement l'acheter en perso et voir ce que ça donne. Et après, il y a des options. Je vais peut-être commencer à y être maintenant parce que j'ai mis le pied dans le bain. Finalement, comment dire, on a quand même la fameuse possibilité, c'est souvent une question qui revient assez souvent, c'est bah, j'ai acheté mon premier bien en perso, finalement j'ai une petite âme d'investisseur, j'ai envie d'acheter 3 appartements. Donc il y a la possibilité de rouler, en tout cas de transférer ce bien-là en perso via une société. Ce mécanisme-là est possible, donc ça nous évite une fiscalité au moment T. C'est-à-dire que là, au moment où on transfère, on va faire ce qu'on appelle un roulement, un apport, et en fait on va reporter l'imposition à plus tard si jamais on vend. C'est comme un roulement fiscal. Par contre, la base sera vraiment de votre valeur d'acquisition initiale et pas au moment où vous avez roulé. Donc il y a quand même des choses à faire, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on a acheté en perso que j'aurais dû faire une société. Quand même possible de le faire. Mais encore une fois, il faut que ça corresponde à votre profil et vos ambitions, et surtout comment vous voyez les choses d'un point de vue gestion des revenus et surtout succession aussi. Parce que le but, c'est pas de se faire aussi, pardon du terme, éclater fiscalement au moment de la transmission et surtout même en fonction de notre projet de vie. Parce que là, on parle du Canada, je ne sais pas s'il y a des Français. Alors déjà, oui, vous l'entendez, je suis français. Je ne sais pas s'il y a des Français dans le lot. Mais si jamais il y a un retour en France, ou en tout cas on quitte le Canada, et on a ce qu'on appelle l'exit tax. Et l'exit tax a un impact sur votre société, pas votre bien détenu au Canada, mais votre société canadienne. On a ce qu'on appelle un impôt de départ. Donc il faut faire attention à ce point-là aussi. Donc en fait, le mot d'ordre, et après je vais continuer, je vais continuer évidemment le PowerPoint, c'est qu'il faut surtout voir en fonction de vos projets, vos ambitions et votre fiscalité personnelle. Parce qu'il y a un autre sujet. Bon, je vais passer la slide parce que là, je parle de fiscalité. Attendez, hop. On a un autre sujet, c'est qu'évidemment, quand on détient le bien en perso, on est imposé selon sa tranche marginale, pardon. Si on a des hauts revenus,
eh ben, on est forcément tout de suite vers du 50%. Ça veut dire quasiment à 50% d'imposition. Ça veut dire que les revenus et le bénéfice net généré par mon bien immobilier qui est détenu en perso sera forcément soumis à 50%. Donc, si on a des plus bas revenus, donc un taux marginal moins haut, ça pourrait être potentiellement plus rentable. Donc déjà, ça, c'est une situation qu'il faudra regarder. Et, euh, et puis surtout, si c'est une résidence principale, donc voilà, il n'y a pas de doute, hein, il faut le prendre en perso parce que l'exonération sur la cession d'une résidence principale, il ne faut clairement pas passer à côté. Alors que pour la société de gestion, voilà, j'en ai parlé, il y a un impôt de départ potentiel au moment du changement de résidence fiscale si on quitte le Canada, pas d'exonération pour la résidence principale. Et surtout, il y a une fiscalité, comme je vous l'ai dit, d'argent brut. Donc, on est vraiment imposé, c'est vraiment la société qui paye son impôt et l'argent qui reste, eh ben, il peut être réinvesti, remonté, etc. Réinvesti dans d'autres immeubles. Donc, Thomas, oui, excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que ça présente une différence si au lieu d'avoir une société de gestion, les personnes ont une société opérante dans laquelle ils ont aussi une propriété locative sur laquelle ils font euh, ou sur laquelle ils font des ouais. revenus courts? Alors, c'est jamais trop conseillé d'avoir notre opérante liée à notre immeuble. Pourquoi? Ok. Parce que là, on est vraiment sur du légal. On parle de risque surtout. Euh, un exemple concret, souvent quand un entrepreneur a son activité et qui finalement par exemple sa boutique est dans un bâtiment qui lui appartient. 99% du temps, on conseille de séparer les deux. Et évidemment, Ok. ils sont facture. Pourquoi? Parce qu'on sépare les risques. C'est-à-dire que Hmm. s'il y a un problème, il y a, je sais pas, l'opérant qui vient, sur l'opérant qui peut avoir finalement une mauvaise passe et on se retrouve avec une activité qui ne marche pas et qui a des dettes, etc. Et ben, s'il y a des dettes, ils vont aller chercher l'immeuble, ils vont aller pouvoir prendre l'immeuble. Alors que si on a séparé juridiquement ce bien-là, on est protégé. C'est un système de protection juridique qui nous permet de distinguer les deux et d'éviter de tout mettre dans le même panier. Par contre, c'est clair qu'avec ce système-là, il faut obligatoirement une société de gestion. Ouais. Parce que on a la société de gestion au-dessus, on a finalement, c'est elle qui commande un petit peu le tout, on a la société immobilière à gauche et l'opérante à droite, donc Ouais. gestion des flux entre les deux. Voilà. Et Super. souvent, ce qui se passe, c'est que la société immobilière loue à l'opérante et l'opérante paye à la. Voilà. Et en tout cas, là, c'est même plus un côté fiscal, parce que bon, c'est clair que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut faire deux états financiers, deux liasses fiscales. Mais là, je pense qu'en termes de protection juridique, c'est indéniable qu'il ne faut pas passer à côté. C'est clair. Ok, merci. Impact fiscal en perso, je vous l'ai dit, vous l'ajoutez à vos revenus. Finalement, c'est accumulé, ça s'accumule avec vos revenus déjà déclarés dans votre T1. Je pense que j'ai déjà fait, je sais pas, j'ai peur de me répéter, donc je regarde si je me répète pas trop, une partie des impôts. L'amortissement, oui, ok, ça j'en ai déjà parlé. L'amortissement, c'est le même principe hein, des deux côtés. On peut amortir le bien. Par contre, amortir le bien peut diminuer sa valeur chaque année. L'amortissement, c'est une charge pour un jeton de plus qui nous permet, soit en perso, soit en société, de baisser le revenu net imposable à la fin. Mais ça vient prendre une partie de la valeur du bien qu'on vient impacter direct. Donc, c'est un décalage d'impôt, je puis dire. Ça, encore une fois, il faut regarder au cas par cas ce qui est plus rentable pour tout le monde. Donc au niveau fiscal, on a pas mal regardé. Voilà, là je vais rebondir sur ce que j'ai déjà pas mal parlé. C'est les considérations juridiques et patrimoniales. Alors, encore une fois, c'est pas mon métier, mais il est important quand même d'en parler. Alors, je vais pas me vendre comme spécialiste du tout. Là, il faudrait voir les spécialistes concernés. Mais je parle, il faut parler de ça parce que ça a forcément un poids dans nos décisions. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là je me répète, c'est la protection d'actifs. Acheter via une société isole la responsabilité. Et ça, c'est utile quand on a plusieurs immeubles, évidemment. C'est utile aussi quand on achète un bien qu'on loue à notre société opérante. Voilà. C'est vraiment, en cas de litige, la responsabilité s'arrête à la société. Donc ça a quand même ça a quand même un poids monumental et c'est surtout que ça permet c'est une manière de se protéger. Mais par contre, après, c'est plus, alors, encore une fois, c'est pas mon domaine d'activité, mais c'est plus après, il faut voir en termes de financement. Parce que même si on est protégé sur le bien, potentiellement que si on a un financement, il demande peut-être une garantie personnelle. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais ça dépend encore une fois de la situation et de notre parc euh, euh, juridique de société.
Ça se trouve qu'il n'y a pas besoin de garantie personnelle, mais il faut faire gaffe à ne pas rentrer dans un cercle qui finalement ne vous donne pas d'avantage. C'est clair que fiscalement, en tout cas juridiquement, à première vue, ça a l'air d'être plus avantageux. Mais si finalement vous demandez un financement qui vous exige une garantie personnelle, etc., bon, ben, faut voir aussi, faut quand même y gagner dans l'affaire. Et après, ben, je parle de transmission très rapidement et planification successorale. Donc, il existe des leviers là-dessus. Il y a des notaires spécialisés là-dessus qui peuvent vous accompagner et en fonction de ce que vous avez et les projets que vous avez, peuvent vous conseiller. On a ce qu'on connaît au Canada qui est la fiducie familiale pour gérer les détentions et les distributions futures. Ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent, mais encore une fois, pas forcément valable dans certaines situations. Et on a aussi le gestion successoral, c'est très spécifique, c'est lié aux enfants, il faudra regarder ça. Mais finalement, la question, c'est entre les deux, comment ça se passe? Bah, c'est vrai que quand on a un bien en perso, bon, on décède, bon, finalement, il y a une imposition comme si c'était une vente aux enfants, quoi. Donc, il y a une imposition sur la prise de Val. Par contre, si on est en société, on a une certaine possibilité qui est une création de fiducie familiale, où c'est plus l'immeuble qu'on vend, c'est la société qui détient l'immeuble. Donc, on vend des actions et plus un immeuble. Donc la prise en compte peut être différente, même si globalement ça reste à peu près la même chose. Mais la succession peut être planifiée de manière plus large et plus différente que si c'était un PES. Voilà. Et là, je reviens un petit peu sur les coûts de gestion. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La société, finalement, nous oblige à tenir une comptabilité et payer des honoraires à des spécialistes et produire une déclaration fiscale de fin d'année. Alors que si c'était en perso, on a juste tout simplement la T1 à produire. Après, j'ai fait un petit slide sur ouais, les profils types, finalement. Quel profil type se dirige vers quel type d'investissement? C'est vrai que l'investisseur débutant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un immeuble unique ou juste un appartement, bon, bah, c'est plus simple, flexible, fiscalement plus clair. Donc, on achète en perso. Ça permet déjà de voir si on est habitué, si on aime un petit peu investir, parce que l'âme d'investisseur, c'est pas pour tout le monde non plus. Donc, ça permet d'éviter surtout de créer une usine à gaz dès le début qui coûte très cher pour potentiellement un projet qui en valait en tout cas au début pas la peine et avec des ambitions qui sont finalement stoppées très rapidement. Alors que par exemple, un autre cas, c'est l'entrepreneur avec, voilà, avec surplus dans sa compagnie, c'est l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement il achète via la société de gestion, permet de réinvestir les bénéfices corporatifs sans te verser de salaire ou de dividende. C'est exactement ça, ça permet finalement de gérer cet argent brut-là sans toucher à notre prospérité personnelle. C'est finalement basculer tout cet argent-là un petit peu dans notre organigramme juridique. Et le dernier, le profil, c'est le profil un petit peu familial. C'est justement comment je veux, quels sont mes projets de vie, comment je veux construire mon patrimoine et surtout comment je veux le léguer à mes enfants ou en tout cas gérer cette potentiellement, parce que je dis beaucoup gestion d'argent brut sans le prendre en perso, mais on a beau peut-être avoir des sociétés, à un moment donné, on veut se tirer le cash quand même. Donc, c'est un petit peu une solution mixte, pardon, qu'il faut là justement consulter au cas par cas et consulter les spécialistes justement pour vous dire ce qui serait le mieux pour vous, en tout cas les options à laquelle vous pourrez avoir. Thomas, Oui. on a une question dans le chat, justement, je pense que c'est le bon moment de la poser. Puis c'est une question, je sais qu'on en a discuté ensemble aussi quand on a préparé la conférence. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui détiennent des propriétés dans différents pays? C'est quoi la structure que tu recommandes ou Alors, le structure conseil que que tu aurais à donner? Alors, en fait, quand on détient des biens à l'étranger, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là. Il n'y a même plus l'aspect société ou détention en perso. Enfin, si. Mais en fait, c'est que déjà, on rentre dans le cadre de deux formulaires qui sont très importants, qu'on a déjà évoqués dans nos anciens webinaires. Je vous invite d'ailleurs à le regarder. Je fais de la pub, mais si vous voulez vous informer, on va en Ouais, tout parler à avant. fait. Ouais. Mais en fait, détenir des biens à l'étranger, c'est déjà rentré dans le cadre de la déclaration T1135 ou T1134. C'est clair que dans tous les cas, il faut se dire qu'il y a une limite qui est finalement l'océan, c'est-à-dire qu'entre le Canada et l'Europe, admettons, alors je parle de ça, mais ça se trouve c'est entre d'autres pays, tout simplement il y a la frontière et on a le Canada qui euh, fait des retenues à la source sur les remontées et les flux de sociétés. Donc,
il faut, encore une fois, c'est du cas par cas, mais c'est possible. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de combien de temps vous restez sur le territoire. Parce que si vous avez des biens étrangers, attention à l'exit tax, attention aussi aux revenus que vous générez sur ces sociétés-là, ou en tout cas sur ces biens étrangers. Est-ce que ces biens étrangers sont détenus en perso ou bien une société? Si elles sont détenues en perso, en société, quel type de société c'est? Est-ce que c'est une CILIS? Est-ce que c'est une SILIR? Est-ce que c'est une SAS? En fait, il n'y a pas de recommandation à faire. Il y a surtout à anticiper le risque fiscal futur ou potentiellement présent. C'est-à-dire que là, je parlais vraiment que si on était au Canada, par exemple, pour les sociétés, la gestion de l'argent brut. Admettons qu'on fait ce même système-là avec quelques biens en France, via aussi des sociétés. Alors, on a la frontière, on a ce qu'on appelle l'océan, on a une taxation un petit peu transatlantique où le Canada prend sa part sur les flux et on doit le déduire de l'autre côté. Donc là, non seulement on rajoute une fiscalité, donc une imposition au moment du flux, mais une lourdeur fiscale. Et puis c'est pas donné à tous les experts, enfin tous les fiscalistes de connaître cette règle-là et de bien l'appliquer. Donc, l'idée, bon, moi je suis là je parle personnellement parlant, j'adore le fait d'avoir l'idée d'avoir du patrimoine à l'étranger, le Canada, etc. C'est une très bonne idée, bien sûr, ça ne remet pas en cause. Maintenant, faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une usine d'alias. Parce que là, ce que je dis vraiment concerne le Canada et pas le Canada ou l'étranger au sens large. Parce que là, ça on rentre dans trop de critères. Comme je vous l'ai dit, deux formulaires. D'ailleurs, si on ne les produit pas, c'est 2500 $ de pénalité par an et par personne. Et il faut anticiper l'exit tax, l'imposition sur ces flux-là, comment ça arrête, etc. Donc, j'ai pas répondu à la question, ouais, malheureusement, Non. mais c'est plus potentiellement de dire, bah, quand on a des biens à l'étranger, déjà, la question est tellement large que c'est dur d'y Ouais. répondre, mais ça dépend déjà si vous êtes détenu en perso ou en société à l'étranger, Ouais. quel type de société, etc. Et surtout comment on voit les choses. C'est surtout ça. Donc, en Ouais. tout cas, cette Puis personne-là, si c'est son cas, moi je l'invite à nous rencontrer, on pourra en c'est parler. ce que j'allais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire pour moi, comme tu l'as dit, en fait, il y a vraiment plein d'éléments à prendre en Ah ouais. considération qui sont hyper importants. En effet, on a déjà fait plusieurs webinaires là-dessus. Je remettrai les liens dans le, comment dire, dans la publication dans laquelle je vais remettre le lien vers le replay. Mais ce qui va être très important, notamment pour la personne qui a posé la question ou pour toute personne qui serait concernée, c'est de bien penser à parler aux bonnes personnes. Et comme l'a dit Thomas, c'est pas donné à tout le monde de comprendre en fait cette technicalité. Donc c'est hyper important de vous adresser aux bons professionnels, donc comme le cabinet de Thomas par exemple, qui a l'habitude en fait justement de la fiscalité multi-pays et de bien comprendre en fait ces différents éléments-là. Donc n'hésitez pas à les consulter pour une conversation plus personnalisée. Tout à fait. Merci Audrey, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc finalement, ma dernière slide résumait un petit peu, ma dernière slide, pardon, résumait un petit peu finalement tout ce qu'on évoquait précédemment. Donc, c'est de détailler finalement la synthèse de si on achète en perso et si on achète en groupe. Je pense que vous avez compris à peu près, j'espère que c'est le plus clair possible, de quelles sont les options entre tout ça, les avantages et les inconvénients. Encore une fois, c'est du cas par cas. Et on va pas se mentir, c'est du cas par cas, ça dépend du projet, des ambitions, du volume de vos revenus, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, est-ce que vous avez les bons principes en tête pour connaître ça? Et après, bah, il y avait la phase question. Je ne sais pas si on a des questions. Merci beaucoup pour ça. Alors, bah, écoute, j'ai justement demandé aux gens dans le chat s'ils avaient d'autres questions. Pour l'instant, on les a comment dire, on les a posées au fur et à mesure. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment un sujet qui est quand même assez vaste et aussi très complexe. Multiprofessionnel, on a plein de professionnels en fait qui rentrent en ligne de compte sur cette question-là. Donc après, chacun y va de son, comment dire, de ses responsabilités professionnelles. Donc là, on a, comment dire, touché au sujet plus fiscalité. On a évoqué un petit peu la partie successorale, juridique et financement. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est tellement vaste et, comme tu l'as très bien dit, tellement personnel que
c'est important vraiment de garder en tête que chaque situation va avoir ses spécificités et donc de prendre le temps de rencontrer les professionnels pour poser les questions qui vous concernent. On a une question qui est rentrée. Alors, comment fonctionnerait l'achat d'une maison à travers un compte Trust? Ouais, bah, Trust, c'est lié un peu à la fiducie, justement. Là, j'avoue que je peux pas y répondre, j'en sais pas beaucoup plus que ça. Il faudrait, je C'est, pense, là, plutôt avoir une discussion avec un avocat ouais, ou pour même un pouvoir notaire spécialisé là-dessus. avoir. Parce qu'il y a des C'est notaires ça, fiscalistes qui le gèrent, tout à fait. Désolé, je peux pas y répondre, exact. malheureusement. Donc là, désolé Philippe pour ça, on va devoir se reparler. Mais ça fait partie justement des points qu'on souhaite aborder dans le futur, d'avoir des conférences un peu similaires à celles qu'on fait, mais avec des avocats et des notaires. Donc, Exact. tu as touché un point sur lequel on est en train de travailler. Donc, merci de l'avoir soulevé. Écoute, je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Comme on l'a déjà mentionné, la conférence est enregistrée, elle va être disponible en replay. N'hésitez pas à la revisionner ou à la partager autour de vous. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, vous avez le code QR et les adresses courriel. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Plus pour la partie fiscalité, si vous avez des questions plus pour le financement, n'hésitez pas à me contacter de mon côté. Et puis, ben, on a bien hâte de vous revoir pour la suite des conférences pour 2026, calendrier à venir prochainement. Merci Thomas. Merci à toi, merci Audrey, merci à tout le monde. Bonne journée à vous. Bonne journée tout le monde. Bye bye.